Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous, soit physiquement dans la salle, soit à distance pour suivre cette conférence débat sur les enjeux liés à la biodiversité et les pandémies. Alors je vais juste un tout petit peu introduire et puis après je présenterai évidemment nos intervenants et intervenantes qui sont là pour vous partager leur travail, leurs réflexions et leurs perspectives sur cette question-là. Moi, je suis donc Séverine Delavelay, je suis députée fédérale pour Écolo et je travaille notamment sur les questions liées au climat et à l'environnement. Et donc, c'est à ce titre que Etopia m'a proposé d'animer la conférence de cette fin de matinée, ce que je fais avec plaisir. Alors, peut-être juste une toute petite introduction du thème. Pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre un focus particulier cette année sur la question de la pandémie et surtout au fait la question de la biodiversité. C'est vrai que autant la question climatique est montée en puissance au niveau de la société civile, au niveau de l'opinion publique et au niveau politique ces dernières années, autant la question de la biodiversité a un petit peu plus de mal à décoller. Or, on a un momentum très intéressant pour ça. D'abord, le momentum naturel, qui est celui de la 6e extinction de masse. Il y a un consensus scientifique pour nous dire qu'aujourd'hui, on vit vraiment l'effondrement des écosystèmes et qu'il est largement temps d'en faire une préoccupation à la fois sociale, économique et politique. Alors, on est par ailleurs, au-delà du momentum naturel ou écologique, on est dans un momentum aussi politique relativement intéressant. C'est vrai qu'en 2019, l'IPBES, qui est l'équivalent, si vous voulez, du GIEC pour la biodiversité, a sorti un rapport qui fait date sur l'état de la biodiversité à l'échelle planétaire. C'est un peu l'équivalent du rapport du GIEC qui est sorti cet été et qui doit vraiment être la base d'une réponse politique à la hauteur des enjeux. Alors, je pense que vous vous souviendrez sans doute qu'en 2019, la sortie de ce rapport a peut-être fait moins de bruit que celle du GIEC de cet été. Et donc, c'est notre rôle aussi de faire vivre cette question. Il faut savoir aussi que 2020 était l'année dite de la biodiversité. C'est un tout petit peu passé à la trappe à cause de la pandémie à laquelle nous sommes encore pour l'instant confrontés. C'était la fin d'un cycle de plans stratégiques biodiversité au niveau international, au niveau des Nations Unies. Et on devait bénéficier au moment de la COP 15 sur la biodiversité qui va avoir lieu maintenant dans les mois qui viennent, qui a été postposée déjà plusieurs fois, un nouveau cadre international pour préserver et redéployer la biodiversité en 2050. Donc voilà, on est vraiment à un momentum intéressant pour aborder cette question. Il y a évidemment la question de la pandémie qui nous affecte depuis 1 an et demi, qui nous a fait prendre conscience de façon tout à fait nouvelle des liens intrinsèques qu'il y a entre la santé et l'environnement et la santé humaine. Et pour ça aussi, toujours ce même IPBES dont nos invités vont parler tout à l'heure, a sorti un rapport très intéressant il y a 1 an et qui fait vraiment le point sur ce qu'ils appellent l'ère des pandémies et qui nous montre en quoi aujourd'hui nous sommes vraiment à un moment charnière de l'émergence de nouvelles pandémies qui ont un lien direct avec l'effondrement des écosystèmes. Voilà pourquoi on avait envie, aujourd'hui, avec Etopia, dans le cadre de VERPOP, d'aborder de façon un peu plus approfondie cette question. Maintenant, évidemment, le thème a été choisi avant l'été. Et nous sommes, j'imagine tous, des personnes résidant en Europe. On a été confrontés à une deuxième crise, un deuxième choc majeur cet été, qui sont les inondations, pour lequel des liens avec la crise climatique ont été faits. Mais je pense que c'est vraiment intéressant aussi aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut déjà élargir le débat et de se poser la question de quels sont les liens entre la crise de la biodiversité et notre besoin de résilience par rapport à d'autres événements extrêmes auxquels nous serons de plus en plus confrontés. C'est vrai que quand on écoute aujourd'hui les femmes et les hommes politiques, ils nous disent, au fait, depuis 2 ans, on ne fait plus que de la gestion d'urgence. Et comment, du coup, prendre de la hauteur par rapport à ça et se préparer à la suite. C'est ce qui va nous animer maintenant pendant une petite heure et demie. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est, vous savez, hein, chez les écologistes, on aime bien croiser des regards, croiser les regards scientifiques, bien sûr.
la science est la base de la réflexion politique, en tout cas, elle devrait l'être, et donc il est normal de donner la place aux scientifiques, j'y arrive tout de suite. La société civile aussi, qui fait le travail de fond depuis 50 ans sur les questions environnementales et climatiques, et qui ont donc acquis une expertise importante sur la question, et donc c'est important de les inviter aussi aujourd'hui. Et bien sûr, la réponse politique, on est bien dans le cadre, dans un événement Utopia et écolo, et donc pour ça, on aura aussi la réponse politique avec Madame Tellier, qui va se joindre à nous dans les 2 minutes qui viennent. Et je vais déjà pouvoir vous proposer le déroulé auquel on va dans lequel on va se laisser porter dans l'heure et demie qui nous reste. Alors, on va commencer par poser la question fondamentale du lien entre biodiversité et pandémie et l'état de la biodiversité aujourd'hui. Et pour ça, c'est professeur Caroline Nieberding qui va nous accompagner dans cette introduction. Alors, professeur Nieberding est professeur à la faculté des sciences de l'UCL en écologie et évolution, donc à l'UC Louvain, et elle est membre du Earth and Life Institute et responsable de l'équipe écologie évolutive et génétique. Et c'est elle qui commencera à nous accompagner pendant une dizaine de minutes sur cette question. Ensuite, je donnerai la parole au professeur Thierry Hans, qui est professeur ordinaire à la faculté des sciences de l'UCL aussi membre du Earth and Life Institute. Pour la petite histoire, c'est aussi un ancien conseiller communal écolo à Chaumont-Gistou et que vous avez probablement croisé de nombreuses fois sur la RTBF pendant 20 ans, puisqu'il était conseiller scientifique au jardin extraordinaire. Alors après, on va, et j'ai demandé spécifiquement à Monsieur Hans de rouvrir le débat vraiment sur la question événements extrêmes et biodiversité, et donc de sortir un tout petit peu du thème annoncé pour élargir la réflexion scientifique sur la question de la biodiversité. On passera après, évidemment, à la partie réponse sur base de ce constat scientifique et des pistes que les scientifiques vont nous jeter. Comment est-ce qu'on répond à ces défis? Et on commencera pour cela avec le directeur général de Natagora, qui est Monsieur Philippe Funken, qui est avec nous. J'imagine que je ne vais pas vous présenter Natagora, qui est quand même la grosse organisation de défense de l'environnement en Wallonie et à Bruxelles, et qui a donc 4 axes stratégiques qui nous intéressent pour le coup tous les 4 aujourd'hui, qui est la préservation de la biodiversité et de la nature. Le deuxième, qui est l'étude des différentes espèces. Donc, il y a encore vraiment un travail de recherche au jour le jour sur les espèces vivantes dans nos régions. Faire du plaidoyer politique, donc pousser les décideurs et les décideuses dans la bonne direction, et sensibiliser et éduquer tout un chacun pour que nous soyons tous des acteurs responsables du monde dans lequel nous sommes. Et puis après, on passera vraiment à comment relever les défis au niveau alors vraiment politique, avec notre ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, qui est Madame Céline Tellier. Je ne pense pas trop vous la présenter. On n'oublie évidemment pas qu'avant, elle était secrétaire générale d'Inter-Environnement Wallonie, et elle nous accompagnera sur comment est-ce que, à partir de sa position, comment est-ce qu'elle relève les défis de la biodiversité. Voilà pour la petite introduction, que j'ai fait un petit peu durer en espérant que Madame Tellier arrive. Elle va arriver, mais de toute façon, la 4e a parlé. Et je cède directement, du coup, la parole à professeur Nieberding pour une dizaine de minutes. On vous écoute. Je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je vous remercie. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de partager un petit peu un constat sur l'état de la biodiversité dans le monde et plus particulièrement en Belgique. Et donc, je voudrais commencer ici. Vous voyez la première dia avec un mot qui est quand même assez dur, qui parle d'extermination de la vie sur Terre. Et j'utilise ce mot-là pas pour rien, si vous pouvez changer la dia. Parce qu'en fait, on est effectivement maintenant d'accord au sein du groupe de biologistes qu'on appelle l'IPBES, et qui est effectivement le GIEC des biologistes, de parler de la 6e extinction majeure depuis que la vie existe sur Terre. Alors la précédente, vous la connaissez, la 5e, c'est l'extinction des dinosaures, elle a eu lieu il y a 65 millions d'années. Le problème avec cette extinction-ci, c'est que d'une part, elle est causée par l'humain, par une seule espèce, et d'autre part, le taux d'extinction des espèces est 10 à 100 fois plus élevé qu'au cours des extinctions majeures précédentes. Et donc, ça veut dire en fait que les changements de l'environnement que l'homme fait subir à la Terre actuellement sont tellement rapides qu'il n'y a aucune chance, en fait, pratiquement, pour que l'adaptation des espèces leur permette de survivre à long terme. Vous pouvez changer de dia? Merci. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui est peut-être un peu compliqué, mais qui vient de l'IPBES.
et qui résume en une phrase clé. Cette phrase clé, c'est 1 million d'espèces sur les 10 millions qui peuplent la Terre actuellement. On s'attend à ce que 1 million d'espèces disparaissent dans les 30 prochaines années. Et donc ce graphique, qu'est-ce qu'il vous montre? Pour différents groupes taxonomiques qui sont différentes lignes, donc par exemple les poissons au-dessus, les oiseaux un peu plus bas, en rouge, c'est la proportion d'espèces qui va vraisemblablement s'éteindre assez rapidement. Et vous voyez qu'en fonction des groupes taxonomiques, ça se passe plus ou moins bien. Alors sur quoi sont basées ces couleurs? Ils sont basés sur la chose à droite, qui sont en fait les critères de l'IUCN, c'est-à-dire de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors c'est quoi ces critères? C'est pas si compliqué que ça. C'est basé sur le nombre d'individus qui représentent une espèce. Moins il y en a, plus le risque d'extinction est grand, et puis sur d'autres critères. Et donc, si on peut changer à la dia suivante, ce qu'on voit en fait quand on regarde du coup le nombre d'individus qui représentent chaque espèce, c'est que c'est même encore plus préoccupant la situation. Pourquoi? Parce que les petits points bleus que vous voyez sur ces graphiques, c'est le nombre d'individus qui ont disparu ces 30 dernières années. Et les petits points bleus clairs, c'est ceux qui restent et qui représentent encore chaque espèce. Et ça vous montre qu'on a perdu entre 50 et 80% de tous les représentants de la plupart des espèces sur les 30 dernières années. Et c'est sur ça qu'on se base pour établir des critères de risque d'extinction. Est-ce qu'on peut changer? Merci. Et c'est vrai aussi en Europe. Donc, on a rapidement conclu dans les 2 dernières années qu'au niveau européen, on perd aussi en ce moment entre 50 et 80% de nos insectes. Donc là, vous avez le titre d'un article qui résume bien la situation. Et si on peut changer... Alors, est-ce que c'est grave, en fait? Est-ce que c'est grave 10% des espèces, 50% des insectes en termes d'abondance? En fait, c'est assez grave. Et l'IPBES montre bien en quoi c'est grave. Si on se concentre uniquement sur les effets financiers, parce que ça parle à beaucoup de gens, on peut parler de services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, c'est ce que la vie, en fait, nous rend comme service aux populations humaines. Alors, par exemple, les insectes qui disparaissent et qui représentent 50% des espèces sur les terres émergées, eh bien, ça aboutit à ce qu'on appelle un printemps silencieux. Les oiseaux chantent de moins en moins parce que les oiseaux insectivores n'ont plus rien pour se nourrir. Et en termes de services écosystémiques, les services de pollinisation de nos cultures disparaissent et on s'attend à devoir payer quelque chose comme 500 milliards de dollars US par an pour compenser la disparition de ces services liés aux insectes. Donc en fait, la stabilité agricole est réellement mise en danger. Dia suivante. Et alors, quelle est la cause centrale en fait de cette crise de biodiversité? Alors là, ma dia, elle n'est pas très jolie, je m'en excuse, mais donc c'est vraiment l'exploitation des sols. Et l'exploitation des sols fait que sur les activités anthropiques, on a en fait été capable de modifier 75% des terres émergées ces dernières décennies. Le principal problème, c'est l'agriculture et l'élevage industriel, et plus accessoirement, c'est l'urbanisation. Et donc, je vais un petit peu détailler pourquoi on sait que c'est l'agriculture et l'élevage industriel. Dia suivante. Donc, il y a beaucoup de preuves qui lient en fait la crise de la biodiversité avec un usage non durable de l'agriculture et de l'élevage. Mais si vous regardez simplement en fait en termes de poids, c'est très parlant. Je vous ai mis une petite balance. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que sur les dernières décennies, on a 10 fois plus d'humains si on les pèse que de mammifères sauvages. On a 15 fois plus d'animaux d'élevage, tout ce qu'on mange, les bovins, les ovins, les porcs, etc., que de mammifères sauvages. On a 3 fois plus de poulets que d'oiseaux sauvages. 50% en fait, des ressources produites chaque année par la Terre sont utilisées pour les activités humaines. 40% des surfaces sont utilisées pour notre production. Alors, est-ce que c'est du coup un problème impossible à régler? Je voudrais vous montrer que cette dia-ci, que j'aime beaucoup, que ce n'est pas du tout le cas. Si vous voyez ici la dia, elle a l'air compliquée, mais vous regardez la première ligne, elle vous montre en fait la distribution et l'usage en termes d'hectares du sol pour notre régime alimentaire mondial actuel. Et si vous regardez en vert et en rouge, l'essentiel des cultures sont en fait destinées à produire de la viande pour nous nourrir ensuite. Si vous regardez la deuxième ligne, vous voyez qu'un régime alimentaire qui serait modifié, où on se priverait de bœuf et de mouton, mais pas de lait, on continue à manger du fromage, on continue à manger des œufs, on continue à manger du poisson, eh bien rien qu'avec un changement alimentaire de ce type, on réduit de moitié la quantité de surface de terre nécessaire pour se nourrir. Et donc en fait, la crise de la biodiversité, pour moi, elle peut se régler assez simplement en changeant de régime alimentaire, ce qui, accessoirement, augmente notre espérance de vie d'à peu près 6 ans. Est-ce qu'on peut changer de dia ? Et donc en Europe, en Belgique, est-ce qu'on est coupable? Quelque part, je voudrais vous le montrer. Le problème avec la Belgique, c'est qu'on importe 80% de ce qu'on produit.
Et donc, par exemple, on brûle à peu près 5 Belgiques par an pour produire du soja ou du bœuf qui sert en fait à l'importation vers ici pour produire ensuite notre viande d'élevage. Et donc, nos importations détruisent un des plus gros hotspots de biodiversité puisque les forêts tropicales occupent à peu près 80% de la biodiversité mondiale. Et très pragmatiquement, c'est par exemple ce qu'on voit dans l'accord entre l'Union européenne et Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, qui stabilisent actuellement, via la suppression des douanes, des importations accrues en soja et en bœuf directement produits au Brésil. Alors, quelle est l'explication entre la forêt amazonienne, le fait qu'on mange du bœuf et la biodiversité? C'est en fait assez simple. Le problème principal, en entrant dans la forêt amazonienne pour produire de l'agriculture et de l'élevage, c'est qu'on crée des routes. Dia suivante, et vous pouvez continuer avec les dias encore, et que rapidement ces routes en fait vont permettre de fragmenter l'habitat, vont permettre aux humains d'entrer dans ces habitats pour de nombreuses activités connexes, encore, et très rapidement du coup, en quelques décennies, cette forêt tropicale se transforme en fait en un désert biologique. Et donc les routes qui sont créées initialement pour exploiter en fait les terres en agriculture, elles démarrent la déforestation et ensuite elles permettent de faire disparaître actuellement 20-25% de la forêt tropicale. Dia suivante. Alors en Belgique, localement, on a un problème d'importation, mais localement, l'usage de nos terres. Si on regarde l'usage de nos terres, on a 50% en fait de notre superficie qui est cultivée pour des céréales à grains. Et dans ces céréales à grains, l'essentiel est utilisé pour notre bétail. Donc ce que vous voyez sur ce graphique-ci, c'est un peu compliqué, mais ce qui m'intéresse, ce sont les diagonales avec les diagonales noires inversées. Ça vous montre l'entièreté en fait des cultures produites pour élever notre bétail. Et donc 25% de la surface cultivée en Wallonie, elle sert à élever du bétail. Donc on pourrait libérer 25% en fait de notre surface rien qu'en changeant de régime alimentaire. Dia suivante. Alors ça, c'est le premier problème, c'est l'usage des terres pour l'agriculture. Le deuxième problème, c'est l'usage des terres pour l'urbanisation. Et donc en Wallonie, j'ai fait un petit topo ici en quelques secondes, mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on convertit énormément de terres agricoles encore actuellement en fait en résidence secondaire parfois, mais en résidence. Et le taux d'artificialisation en fait des terres en Wallonie et des terres agricoles continue d'être de 4% actuellement. Un tiers en fait de notre urbanisation a eu lieu cette dernière décennie. Donc c'est un véritable problème. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème au-delà de la biodiversité? Dia suivante. C'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, la Wallonie, elle importe 80% de ce qu'on mange. En auto-approvisionnement, on est capable de produire même pas 20% de nos fruits et légumes, même pas 35% de nos céréales, même pas 20% du lait ou de la viande. Donc produire en fait des résidences sur des terres à haut rendement agricole à la place de produire notre production localement ou de libérer l'espace pour la biodiversité me semble en fait assez absurde. Dia suivante. Et donc pour résumer jusqu'ici, on a deux problèmes en Belgique. D'une part, il faudrait limiter nos importations pour laisser la biodiversité là où elle est encore élevée, donc essentiellement dans des zones tropicales. Et deuxièmement, mieux utiliser notre territoire pour avoir la place et restaurer ainsi la biodiversité localement. Alors, dia suivante, quel est le lien maintenant avec le Covid? Donc ce petit virus, il fait en fait partie des 400 microbes qui ont colonisé donc les humains ces 50 dernières années et qui ont provoqué des épidémies ou des pandémies. Et l'essentiel de ces virus et de ces microbes, en fait, sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles proviennent d'un réservoir animal sauvage. Alors, si vous voyez ce petit tableau, ce tableau ne vient pas de l'IPBES, du rapport de l'IPBES, mais de WWF. Et ce qui vous montre, en fait, ce sont les épidémies virales des 50 dernières années. Tout ça pour vous illustrer que ce qui est en rouge, ce sont les 5 dernières. Donc, la moitié des épidémies sont arrivées ces 15 dernières années. Donc, en fait, on a vraiment une accélération dans le taux d'apparition de ces zoonoses. Donc, au-delà du Covid, attendez-vous à avoir d'autres problèmes de crise sanitaire de plus en plus fréquemment à l'avenir. Alors, dia suivante. Donc, quelle est la cause centrale de la crise sanitaire du Covid-19 ? En fait, je retombe sur mes pattes. Le problème initial, c'est la déforestation pour l'agriculture et l'élevage non durable de zones à haute biodiversité, qui crée des routes et qui crée du coup des contacts entre les humains et la faune sauvage. Et 30 à 50% des maladies émergentes des 50 dernières années sont dues en fait à ce pattern qui se répète, que ce soit pour Ebola, pour Marbourg, pour la fièvre jaune, pour la malaria, etc. etc. Dia suivante, et j'ai presque fini. C'est que, donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'effectivement, il y a des particularités à chaque pandémie ou à chaque épidémie. Et dans le cas du Covid-19, l'ouverture des routes dans ces zones donc, tropicales a aussi permis l'accès après à des chasseurs pour
donc attraper de la viande de brousse et pour la commercialiser. Et donc le contact a été augmenté entre donc, les animaux sauvages et les humains, et la transmission a pu se faire vers les maladies humaines. Et donc, pour terminer ici avec la dernière dia, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut effectivement se tourner vers certains coupables qui sont, on devrait peut-être changer d'habitude culturelle et arrêter de manger de la viande de brousse et de commercialiser cette viande sauvage. C'est pourquoi la Belgique est fort en avance et a travaillé ces dernières années sur le cadre législatif de cette viande de brousse. On pourrait aussi accuser les transports aériens, puisqu'effectivement, l'épidémie s'est transformée en pandémie suite au transfert entre les continents de gens malades. Mais en réalité, dia suivante, le vrai coupable, c'est vraiment le problème à l'origine, qui est qu'on devrait arrêter d'aller dans des hotspots de biodiversité, déforester, pour produire en fait de la nourriture qui n'est pas absolument nécessaire à notre régime alimentaire. Et donc, en conclusion, le Covid-19 et la crise générale de biodiversité ont la même racine, ont la même cause générale de transformation des sols à l'usage des activités humaines non durables. Voilà. Pour terminer, je voulais juste la dernière dia, je vois qu'il y en a encore une. Voilà, si vous êtes un peu déprimé après cette présentation, il y a simplement des solutions sur lesquelles on travaille avec certains collègues, et donc 2 sites web qui proposent des solutions à l'échelle individuelle. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Oui, merci de nous faire atterrir en 10 minutes bien bas sur la question, même si je pense qu'on est dans un contexte où les personnes qui nous suivent ont un bon niveau de compréhension de cette fameuse 6e extinction de masse. Je pense que c'est très important de commencer nos échanges par un état de la question tel que vous venez de faire. Merci beaucoup. Du coup, professeur Hans, si vous voulez compléter peut-être en rebondissant sur ce que vous avez entendu, mais en tout cas en élargissant aussi le cadre sur les autres crises auxquelles nous sommes confrontés, la parole est à vous. Merci. Je vais rajouter une couche en fait. Donc on va parler d'événements extrêmes. Et c'est vrai que la notion d'extrême est un petit peu particulière parce que des événements extrêmes, il y en a toujours eu. Ce qui se passe maintenant, c'est une augmentation de la fréquence des événements extrêmes. Et c'est un peu ce qu'on va voir. Et ces événements extrêmes, ils sont très divers. Il y a des grands incendies, il y en a encore actuellement en Californie, en Sibérie. Il y a les inondations qu'on a connues chez nous qui ont été absolument dramatiques et qui ont touché vraiment beaucoup de personnes. Il y a aussi des sécheresses un peu partout dans le monde. Il y a des canicules, simplement l'augmentation de température, même indépendamment de la sécheresse, hein, ça tue des gens. En fait, on sait que la canicule a un effet extrêmement négatif. Alors, si je peux avoir la diapositive suivante. En fait, ces phénomènes, il y a eu jeudi, est sorti donc hier, le rapport de l'Organisation météorologique internationale qui montre que ces phénomènes ont été multipliés par 5 dans les dernières décennies. Donc on a vraiment une preuve statistique de l'augmentation de ces événements extrêmes. Et c'est partout dans le monde, toutes les zones du monde peuvent être touchées. Alors la diapositive suivante. En fait, ça s'explique simplement parce que, en termes de changement climatique, on parle d'une augmentation de température moyenne de 1,5 à 2 degrés, ce qui ne signifie pas grand-chose, et même dans notre perception quotidienne, parce que simplement la différence de température entre le jour et la nuit que nous vivons sont nettement supérieures à ça. Mais c'est une moyenne au niveau de l'atmosphère du globe. Et c'est ça qui est effrayant. Et surtout que ce n'est pas quelque chose qui est constant en fonction des régions du globe. Il y a des disparités importantes. Et on voit sur cette carte de la NASA qui reprend ce qui s'est passé entre à peu près les 50 dernières années en termes d'augmentation de température. Plus c'est rouge, plus la différence est importante. Eh bien, on voit que c'est dans les zones de l'hémisphère nord qu'on observe en fait une augmentation de température la plus importante. Et cette augmentation, elle diffère entre l'air et les océans. Les océans ont une inertie plus importante. Ça va modifier les courants d'air, les jet streams, ça va modifier la position des anticyclones, par exemple, ça modifie les courants océaniques et ça provoque en fait un dérèglement global du climat. Si je peux voir la diapositive suivante. Et donc, il y a toute une série de conséquences à ça. Et ces conséquences, ben oui, il y a ces grands événements qu'on vit. C'est une répétition des canicules dans différents endroits, des sécheresses avec des tas de conséquences négatives, des tempêtes. Vous avez sans doute vu que New York a été frappé hier par Ida à son tour. Des cyclones dans les zones tropicales. Et aussi
ce qui est important de comprendre, c'est une amplitude des fluctuations. Par exemple, les fluctuations de température, eh bien, pour avoir la même moyenne qu'avant, on a des amplitudes vers le haut, surtout, et vers le bas aussi, qui sont beaucoup plus importantes. Et ça a un impact direct. Alors, j'ai mis une petite courbe un petit peu compliquée à comprendre, mais par exemple, pour beaucoup d'organismes vivants, tous ceux qu'on va appeler, de façon un peu caricaturale, ceux à sang froid, eh bien, en fait, ils ont un optimum thermique qui est très proche en termes de température du maximum qu'ils peuvent supporter. Et donc un shift de quelques degrés, même au cours de la journée ou au cours d'une saison, en fait, peut amener à une mortalité. Et puis, il y a toute une série, évidemment, d'effets négatifs. L'augmentation des incendies, je vais en parler tout de suite, des inondations. Et tout cela va se traduire aussi par des pertes agricoles et des effets négatifs sur la biodiversité. Et ça se complique actuellement, toutes ces grandes crises climatiques, par la pandémie, évidemment, puisque ça augmente une difficulté à la gestion concrète des catastrophes. Si je peux avoir la diapositive suivante. Ça, c'est un graphique un peu compliqué aussi, mais c'est simplement pour montrer, c'est chez nous en fait, et ça c'est en France, c'est l'augmentation des périodes de sécheresse au cours du temps. Si vous regardez la courbe noire dans les zones bleues, en fait, cette courbe noire montre qu'on a clairement dans les dernières décennies, c'est jusqu'en 2014, et on a encore eu des événements exceptionnels en 2018-2019, on a clairement une augmentation en fait des zones en France qui subissent de la sécheresse, et c'est la même chose chez nous. Si je peux avoir la diapositive suivante. Pour parler des incendies, on a vécu des incendies qui ont une ampleur exceptionnelle actuellement. C'est le cas toujours en Californie. Les zones brûlées n'ont jamais atteint la surface que l'on a actuellement. Ça a été le cas en Australie. Et en fait, ça a un impact aussi, c'est un peu le même type de graphique que ce que ma collègue a montré tout à l'heure, direct sur la biodiversité. Et ça va, en fonction des zones, en fait, influencer l'extinction des espèces. Et ce n'est pas tellement le fait de l'incendie, parce qu'on sait, dans un écosystème, le passage des incendies est quelque chose de régulier, mais quand on dit régulier, ça s'échelonne parfois sur des centaines d'années, et ça peut favoriser la biodiversité, etc. Mais c'est la répétition des incendies et qui limite la possibilité de régénération de la forêt. Les sols brûlent, les sols organiques brûlent, et donc tout ça implique des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement même des écosystèmes. Et puis, les incendies eux-mêmes vont accélérer le changement climatique puisqu'on dégage d'un seul coup des quantités de CO2 absolument gigantesques. Si je peux voir la diapositive suivante. Alors, les incendies, c'est des phénomènes catastrophiques que l'on peut véritablement localiser. Mais en fait, ils masquent un autre phénomène qui est beaucoup plus inquiétant. Si vous vous promenez en forêt à peu près n'importe où en Wallonie et que vous regardez la cime des arbres, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arbres qui perdent, où la cime est abîmée, où il y a des branches mortes et des choses comme ça. Et il y a eu des relevés à l'échelle du globe, en fait, des dégâts, de la mortalité enregistrée sur les arbres dus aux sécheresses ou aux fortes chaleurs. Et on retrouve ces phénomènes un petit peu partout dans le monde, plus dans des pays comme l'Australie ou le sud de l'Afrique, mais chez nous également, ça a été marqué notamment en région méditerranéenne, et même chez nous, ici en Belgique, il y a toute une série d'éléments liés à ça. Si je peux voir la diapositive suivante. Et ça, c'est juste un graphique qui vient du Canada pour montrer des données. C'est qu'on a une relation claire entre l'augmentation de la température moyenne et le pourcentage de surface brûlée. Ça a été mesuré au Canada. Donc les incendies sont clairement liés à cette augmentation de température que nous connaissons actuellement. Si je peux voir... Voilà. Alors, un petit mot juste parce que ces événements extrêmes, ils ont aussi des effets sur la biodiversité au niveau marin. Et ça, c'est une étude qui a été faite en Australie, où ils ont montré, en fait, sur les côtes australiennes, que pendant quelques semaines, une augmentation de la température de 4 à 5 degrés de l'océan, si je peux avoir la température suivante, donc c'est du côté de Perth en Australie. La diapositive suivante, voilà, c'est là. En fait, ont provoqué une chute dans l'océan de la présence des macro-algues, qui sont extrêmement importantes pour la productivité, et une augmentation de certains types de poissons, qui sont des poissons prédateurs, qui reviennent en fait de zones plus chaudes vers ces zones où il y a eu de ces événements extrêmes, et qui modifient complètement la composition des communautés marines. La suivante. Donc,
Pour reparler un petit peu des inondations, c'est un peu comme les incendies. Les inondations, c'est normalement des phénomènes qui arrivent dans un écosystème. Les rivières sortent naturellement de leur lit, ça arrive. Ce qu'on observe maintenant, c'est une augmentation de la fréquence. Alors on n'a pas vraiment de mesure en fait de l'effet des inondations sur la biodiversité en elle-même. On a des tas de mesures économiques, des tas de mesures sur l'état de santé des personnes, etc. Mais pas vraiment sur la biodiversité. On sait seulement certains éléments. C'est que la répétition des inondations, ça va modifier les paysages. Ça va provoquer de l'érosion. On a vu des phénomènes tout à fait extrêmes en Allemagne qui sont vraiment spectaculaires et extrêmement inquiétants. Il y a des coulées de boue, bien entendu, ça va aussi avoir des effets. Mais on sait, par exemple, déjà maintenant que ça modifie le cycle des éléments essentiels, comme l'azote et le phosphore. Et ça permet aussi la dispersion des espèces invasives. Et j'ai mis une espèce qu'on connaît bien en Belgique, qui est l'impatiens de l'Himalaya, qu'on trouve au bord de nos rivières, qui est une espèce invasive et dont les graines sont transportées parfois très loin par les inondations. Diapositive suivante. Donc voilà, nous vivons véritablement une intersection des crises et j'aime beaucoup ce graphique parce qu'elle fait le lien justement entre tous ces événements extrêmes climatiques qui sont passés à différents endroits du monde en période de Covid. Et on voit que ça touche absolument tous les pays et ça a compliqué vraiment fortement en fait la gestion des crises. Donc on a vraiment une collision de crises qui se passe actuellement. Diapositive suivante. Donc que faire? Ça, on va en discuter aujourd'hui. Je ne vais pas trop développer, on aura l'occasion d'en parler, mais certainement il faut modifier en profondeur la façon dont on conçoit notre économie, notre relation avec la nature. Alors il y a des solutions, ça va prendre du temps parce qu'on ne va pas éviter tout ça. Maintenant, l'atmosphère est modifiée, on en a pour longtemps à subir ça, mais on peut augmenter la résilience des écosystèmes, on sait ça. On sait que la biodiversité, plus un écosystème est divers, plus il y a d'espèces dans un écosystème, plus il est résistant aux grandes perturbations. Et ça, c'est déjà une piste de réflexion. Voilà, je vais céder la parole. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que le cadre est bien posé et qu'on va pouvoir se poser tout doucement la question de « et maintenant on fait quoi ?» On fait quoi avec, face aux conséquences des crises auxquelles nous sommes confrontés et comment est-ce qu'on peut, à partir de la société civile, à partir de la sphère citoyenne, à partir du politique, comment est-ce qu'on va pouvoir relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, qui commencent déjà à impacter très gravement la qualité de notre vie, que ce soit ici en Belgique, en Europe, mais on le sait évidemment, les pays du Sud sont déjà très largement confrontés aux effondrements des écosystèmes et sont probablement les premières victimes. Donc on va passer la parole à ceux qui vont essayer de nous ramener vers le haut, vers l'espoir et nous accompagner avec eux vers les solutions. Alors je vais commencer par donner donc la parole à Monsieur Funken, donc, directeur général de Natagora, pour une petite dizaine de minutes et puis on passera à la réponse politique. Merci. Merci. Bon, j'espère pouvoir vous donner un peu d'espoir au bout de mon intervention. C'est pas gagné. Avant de commencer sur, entre guillemets, les pistes de solutions, ce qu'il faudrait faire, en tout cas sur notre territoire ici en Wallonie, je voudrais quand même faire une toute petite réflexion, ou peut-être deux petites réflexions par rapport au thème biodiversité et pandémie. Donc, la pandémie qui nous affecte de Covid aujourd'hui est dramatique, elle est sérieuse. Elle peut être tout à fait mise en parallèle avec des pandémies qui affectent des espèces sauvages. On a exactement le même phénomène de pandémie globale, de pathogènes qui étaient limités à une région bien spécifique où la faune et la flore étaient protégées par ce pathogène, et puis au travers de la globalisation, au travers des voyages, des échanges de notre monde globalisé, se répandent dans le monde entier et font des dégâts phénoménaux. Je citerai par exemple simplement les pathogènes qui sont liés aux batraciens, différents champignons, qui dans leur région d'origine, par exemple en Asie, ne posent pas problème parce que les espèces ont développé des résistances, et puis qui arrivent dans nos régions malheureusement au travers de commerces différents, accidentels ou volontaires, et puis causent des dégâts incommensurables à des espèces bien particulières ou à des groupes d'espèces entiers tels les batraciens. Donc il y a
un vrai parallèle à faire. Je veux dire, on est anthropocentré, mais quand on se met dans la peau des autres êtres vivants, ils sont confrontés exactement au même drame, et avec des moyens. Évidemment, on est une espèce intelligente et adaptable. Eux, bien souvent, n'ont pas de moyens de se défendre. Et donc, il y a des extinctions, les extinctions de masse qui sont causées par ces pandémies. Et effectivement, je renforce ce que nos amis universitaires ont dit. Les problèmes principaux, bien, c'est l'occupation des sols. Derrière l'occupation des sols, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des choix de société, d'une société capitaliste globalisée, etc., qu'il faut remettre en cause, certainement. Des choix individuels de mode de consommation, passer sur une consommation beaucoup moins basée sur les bovins, etc., sur l'élevage, certainement. Je pense qu'il y a quand même un tabou derrière tout ça, c'est aussi la démographie mondiale, qui est un sujet qui est très sensible et dont personne ne veut s'accaparer. Mais il faut savoir que natalité déduite de la mortalité annuelle, notre planète s'agrandit de 80 millions de personnes par an, net par an, 80 millions de personnes. Bon, voilà. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est au courant? On aura beau essayer de changer notre société, changer nos comportements individuels, je pense qu'à un moment, on ne passera pas par aussi s'accaparer ce type de débat. Voilà pour les conditions un peu générales sur la thématique et en réaction par rapport à ce qui a déjà été dit. Pour ce qui est des solutions, très concrètement, et ici en Wallonie, sur le territoire, au-delà peut-être des choix individuels de vie et de votre engagement personnel pour changer vos habitudes, moi je mettrais en avant 3 grands types de solutions. Le premier volet, ce sera celui de l'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut vraiment et radicalement changer notre approche de la gestion de nos territoires. Que ce soit les plans de secteur hérités d'un autre âge, qui ont 50 ans, qui prévoient encore des zones de développement urbain. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça en fonction des zones inondables. Et il faut vraiment porter une attention. Et je pense qu'il y a un chantier à mettre en route sur la révision des plans de secteur. Pour ce qui est toujours sur l'aménagement du territoire, il y a aussi une réflexion à mener sur les conditions d'octroi de permis, que ce soit les permis classiques ou permis uniques qui sont soit dans les mains uniquement des communes, soit dans les mains ou l'avis de la région wallonne. Il y a de bonnes questions à se poser sur quelles zones peuvent être urbanisées, quelles zones devraient être protégées, quelles zones ne sont pas souhaitables d'être construisibles pour éviter et être plus résilients par rapport à ce qui nous arrive aux événements climatiques extrêmes. Donc, un deuxième volet, c'est tout ce qui est système agricole. Et il y a un enjeu fondamental ici dans les 2 prochains mois qui vient, c'est le nouveau plan wallon pour la politique agricole commune, qui doit être décidé ici dans les prochaines semaines. C'est absolument critique que ces subsides et ces aides à notre agriculture, qui sont bien nécessaires, aillent dans la bonne direction et permettent d'avoir des systèmes beaucoup plus résilients, permettent d'avoir des systèmes qui empêchent les coulées de boue, donc avec un certain pourcentage de maillage écologique imposé sur chaque exploitation, avec une réduction de la taille des parcelles, avec des incitants à réduire la charge de bétail, avec des incitants à se passer de soja importé et à plus avoir une nourriture basée sur l'herbe de notre région, avec également
des incitants beaucoup plus clairs pour aller vers une agriculture beaucoup plus durable, donc basée sur l'agriculture biologique ou sur d'autres engagements d'agriculture durable avec des circuits courts, etc. Donc ça, c'est un petit peu une des solutions. Il y a un message vers nos amis politiques très, très direct et une action qu'il faudra qu'ils prennent pour aller dans la bonne direction. Et enfin, le troisième volet que je voudrais aborder, c'est tout ce qui est nature-based solutions, mauvais terme anglais, solutions basées sur la nature. Solutions basées sur la nature pour que notre territoire soit beaucoup plus résilient. Les zones humides, les réserves naturelles sont absolument capitales pour non seulement atténuer les effets d'inondation, mais aussi jouer un rôle d'éponge en cas de sécheresse, atténuer les sécheresses. Et donc, c'est un plaidoyer ici pour qu'on accélère. La dynamique est déjà lancée grâce à Céline et à ce gouvernement pour accélérer le rythme de création de réserves naturelles. Je pense qu'il faut aussi absolument augmenter en superficie le réseau Natura 2000, qui est, je dirais, la colonne vertébrale du réseau écologique au sein de notre territoire. Une attention particulière pour toutes les zones humides qui ont été dégradées, ces pessières, ces épicéas qui croissent chez nous grâce au drainage de sol. Donc il faut qu'on rebouche ces drains et qu'on recrée ces zones humides qui étaient sur le toit de notre région pour toujours faire fonction d'éponge et donc pouvoir atténuer les effets de précipitations intenses. Donc il y a ces solutions basées sur la nature sont un très bon investissement, je pense, pour la nature au départ, mais également pour le bien-être de nos concitoyens et pour éviter les conséquences des dérèglements climatiques. Donc voilà, je vais en rester à ce stade-ci, si c'est assez... Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Vous êtes à 9 minutes, donc voilà, il n'y a rien à redire, c'est parfait. Et donc on va clôturer le premier tour de parole avec donc notre ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Tellier. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes dans une semaine d'enfer. Dans l'introduction, j'ai pu souligner le fait que c'est un écho qu'on entend énormément de nos femmes et nos hommes politiques. Leur vie aujourd'hui, c'est gérer au fait les catastrophes. Ce qu'on nous annonçait depuis des années, c'est devenu la réalité de votre travail. Vous aviez une visite de terrain ce matin, donc merci beaucoup d'être là dans les conditions qui sont les vôtres. Et je vous cède avec le plus grand plaisir la parole. Merci beaucoup. Et donc, désolée pour mon retard. Effectivement, on était en visite de terrain sur le stockage des déchets suite aux inondations du côté de la 601. Évidemment, je ne vais pas parler des déchets ici, ce n'est pas nécessairement l'objet, même si tout est lié. On a vu la question des ressources aussi naturelles, bien entendu. Mais merci déjà pour tous ces exposés, je trouve qu'ils étaient vraiment très, très clairs. Et c'est vrai que les constats, ils ont été très clairement posés, donc je ne vais pas rajouter une couche sur les liens entre biodiversité et pandémie. Je pense que d'autres que moi l'ont fait très, très brillamment. Mais par contre, c'est important d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce côté très systémique, de tous les liens entre, effectivement, toutes ces crises que nous vivons. Et les inondations aujourd'hui ne sont qu'une énième, je vais dire, manifestation de ce qui, malheureusement, va arriver de plus en plus fréquemment. Ces phénomènes extrêmes à répétition, ces liens aussi avec la biodiversité, tant en termes de causes, puisqu'on sait que les inondations sont aussi très fortement corrélées à notre aménagement du territoire, à la façon dont on conçoit l'espace, à nos modes d'agriculture aussi, l'agriculture plus intensive, mais aussi, je vais dire, bien sûr, au changement climatique. Et en même temps, ces éléments naturels font aussi partie des solutions, comme Philippe l'a dit, en termes de solutions basées sur la nature. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la baguette magique, tout est dans les mains du politique et en particulier de la ministre de l'Environnement, parce qu'évidemment, d'une part, nous sommes
plusieurs au sein du gouvernement. Je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir ni l'agriculture ni l'aménagement du territoire. Je le regrette parce que ça m'intéresse beaucoup. Néanmoins, évidemment, on essaye de travailler collectivement pour avancer sur ces orientations. Je vais peut-être vous présenter quelques éléments que nous avons mis en place, et en particulier au sein de mes compétences. Donc, comme le disait Philippe et comme le disait Madame la professeure tout à l'heure également, la question de l'agriculture et de l'alimentation est vraiment centrale dans le modèle aussi que nous allons promouvoir. Et à cet égard, la Wallonie a une ambition qui est assez forte de viser 30% de surface agricole en bio d'ici à 2030. C'est plus d'ailleurs que ce que l'Europe fixe comme objectif, puisqu'elle vise 25%. Alors évidemment, ça ne suffira pas, puisque bien entendu, il faut avoir de l'agriculture bio, pas uniquement, je vais dire, sans pesticides, mais tout un modèle agricole qui est derrière aussi en termes de pratique, et puis aussi que les autres types d'agriculture évoluent aussi vers plus de durabilité. Et donc, clairement, l'agenda que Philippe a mentionné autour de la politique agricole commune sera vraiment un momentum essentiel pour soutenir la préservation des prairies, pour diminuer effectivement l'intensité au niveau du bétail, pour faire en sorte qu'au niveau de la protection, je vais dire, des zones humides ou protection des cours d'eau, par exemple, par rapport aux zones agricoles, on aille plus loin encore. Et donc, on est en train de travailler de façon très approfondie aussi avec l'administration sur tous ces dispositifs qui sont très techniques, mais qui finalement sont très, très structurants sur la façon dont on va encourager ou non le modèle agricole vers une transition. Une autre façon d'accompagner le secteur agricole vers une transition, c'est de travailler sur l'aval, c'est-à-dire sur l'alimentation et la façon dont on promeut une alimentation, on l'a vu, plus ou moins carnée, en tout cas plus ou moins riche de certains types de viande ou d'aliments. Et à cet égard, j'ai la chance d'avoir l'alimentation durable dans mes compétences, et nous avons fixé un objectif ambitieux d'atteindre 50% des cantines de collectivités, c'est-à-dire les écoles, les homes, les hôpitaux, etc., fournis en alimentation qualifiée de durable d'ici à 2030. Alors ça veut dire quoi, durable? C'est pas juste, je vais dire, une alimentation qui est moins utilisatrice d'intrants chimiques, mais c'est aussi, bien sûr, une alimentation plus végétale qui diminue le gaspillage alimentaire, qui diminue l'utilisation je veux dire, du plastique dans les façons de cuisiner, etc. Donc zéro déchet, etc. Donc il y a tout un référentiel de l'alimentation durable qui a été constitué, qui est accessible en ligne si vous le souhaitez, qui définit finalement les orientations pour accompagner ces cantines avec un processus de labellisation. Et en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée aussi, je vais dire, une porte de sortie pour nos agriculteurs qui aujourd'hui sont soumis à une concurrence internationale très forte et à qui on peut dire, ben voilà, vous allez avoir des retombées sur le terrain, des collectivités publiques qui vont d'une certaine façon vous passer commande pour un certain nombre de repas et donc aussi vous donner la possibilité de vous en sortir financièrement. Un autre élément sur lequel on a travaillé en lien avec l'alimentation, c'est justement la relocalisation de l'alimentation. Et donc, on a financé 46 projets l'année dernière qui sont en cours de développement pendant 3 ans, un peu partout en Wallonie, pour vraiment faire en sorte d'aller amener là où il manquait parfois l'un ou l'autre métier, parce que vous savez que l'alimentation, ce n'est pas juste la production alimentaire par les agriculteurs, c'est aussi des phases de transformation de ces aliments pour faire en sorte qu'ils puissent être cuisinés, c'est toute la phase de distribution, la restauration et puis la consommation finale. Et donc, en travaillant sur tout ce cycle alimentaire, on a identifié là aussi, avec les acteurs de terrain, des possibilités de développer des projets très concrets, une conserverie par exemple qui va être constituée, une filière d'huile de tournesol en Wallonie ou d'autres projets très concrets qui n'existaient pas et qui vont permettre d'avancer progressivement vers cette relocalisation de l'alimentation. Donc un point très très important, c'est l'alimentation. Un autre point très important, Philippe l'a évoqué, c'est l'aménagement du territoire. Alors je l'ai dit, ce n'est pas dans mes compétences directes, mais l'ambition du gouvernement, c'est de mettre en œuvre ce qu'on a appelé plus communément le stop béton. Alors sans doute faudra-t-il, en tout cas moi je m'inscris dans cet objectif, aller plus vite par rapport à notre objectif d'arrêter l'artificialisation des sols. Et on voit avec les inondations à quel point, alors ici on a une inondation par débordement évidemment des cours d'eau, mais on a aussi des effets de ruissellement qui viennent du fait qu'on a trop urbanisé, qu'on a trop construit des lotissements ou des zones d'activité économique, etc. Et donc très clairement, c'est sûr qu'il va falloir renforcer nos actions en matière d'aménagement du territoire.
Je n'ai pas l'occasion de me positionner sur les permis d'urbanisme. Par contre, dans le cadre des permis uniques, qui sont des permis mixtes environnement et aménagement du territoire, on amène en tout cas ce point d'attention. Et aussi, je fais le lien avec l'agriculture sur la question du type d'agriculture que l'on promeut. Depuis que je suis ministre, je n'ai jamais accepté aucun projet d'agriculture industrielle. Et donc ça, c'est une des lignes de conduite que je me suis fixée, c'est de refuser tout projet, effectivement, tant pour des raisons d'environnement que de bien-être animal, qui serait dans un modèle industriel. Parce qu'on doit sortir de là et donner un permis pour 20 ans, c'est de nouveau continuer finalement une dynamique que l'on doit arrêter. Donc voilà pour l'aménagement du territoire, mais bien sûr, en tant que ministre de la Nature, nous avons, et j'ai beaucoup de leviers aussi à ma disposition pour travailler sur ce qu'on appelle la connectivité écologique, donc les liens, vraiment le maillage écologique pour connecter les espaces naturels entre eux. Vous avez sans doute entendu parler du projet de plantation d'arbres et de haies, qui est un projet très ambitieux et qui s'appelle Yes We Plant. On va justement à la foire de Bâtisse tout à l'heure pour mobiliser les agriculteurs pour continuer à planter ces haies et ces arbres sur leurs parcelles. C'est un projet très concret qui a d'ailleurs inspiré la France qui aujourd'hui veut planter 7000 km. Nous, on veut 4000 rien qu'en Wallonie, donc vous imaginez un peu l'ambition, on ose tout. Alors, ce n'est pas évidemment la panacée, mais c'est une pièce du puzzle pour faire en sorte que les espaces naturels soient vraiment connectés. Il y en a d'autres, comme des projets qu'on appelle la trame bleue, pour là, autour de l'eau, pouvoir connecter aussi les espaces naturels entre eux, avec un point d'attention particulier, évidemment, suite à ces inondations, sur des dispositifs aussi qui vont permettre, sur base de solutions basées sur la nature, de ralentir le flux de l'eau, avec des projets comme la création de zones d'immersion temporaire, qui existent déjà, mais donc on veut vraiment renforcer, qui sont des zones de débordement de l'eau pour pouvoir, avant les zones urbanisées, faire sortir le cours d'eau de son lit s'il y a évidemment un apport trop important d'eau et de ne pas inonder des zones urbanisées. On a également des projets de reméandration, c'est-à-dire recréer des méandres autour des cours d'eau qu'on a trop souvent canalisés par le passé pour pouvoir ralentir le flux d'eau et éviter là aussi des inondations en aval. Donc toutes des solutions qui sont finalement vraiment l'inventivité de la nature que nous voulons mobiliser pour faire en sorte non pas, je vais dire, de considérer qu'il n'y aura plus de crise. Je pense que ce serait totalement irréaliste, et on l'a vu avec les présentations aussi tout à l'heure. Mais comme je le dis parfois, au lieu de se prendre le mur à 120 km/h, si on peut se le prendre à 30 ou à 60, les dégâts seront forcément beaucoup plus faibles aussi. Et donc, on doit vraiment, je pense, s'inspirer de ces solutions basées sur la nature. Je ne sais pas combien de temps il me reste, si je peux encore rajouter un petit mot ou pas. Ça va. Alors, à côté de la question de la connectivité, donc de relier les espaces entre eux, il y a aussi évidemment créer effectivement des zones de protection. Philippe a évoqué la problématique des réserves naturelles. Plus largement, les aires protégées en Wallonie, on veut créer 1000 hectares par an d'aires protégées. L'année dernière, on en a déjà déterminé 1098, donc on avance vraiment dans cet objectif-là, et on voudrait, si possible, aller plus loin. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement. On essaye de motiver les partenaires pour aller encore plus loin, avec notamment la création de 2 parcs nationaux. Vous en avez sans doute entendu parler également. Et je voulais peut-être terminer par la question de la forêt, parce que c'est vrai que en tant que ministre de la Forêt, j'ai eu l'occasion de prendre évidemment connaissance aussi de l'impact des changements climatiques sur les forêts. On voit que 60% des espèces qui peuplent nos forêts aujourd'hui, que ce soit le hêtre, le chêne, l'épicéa ou le douglas par exemple, montrent déjà des signes de sécheresse, des signes de fragilité par rapport au changement climatique. Et donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que les pratiques forestières puissent aussi évoluer. On sait qu'on a eu effectivement une approche sans doute trop orientée vers une forêt qu'on appelle une forêt productive, avec beaucoup d'épicéas, etc., avec des outils de production calibrés autour de ça, et que du coup, parfois, la diversité en forêt a diminué. Il y a d'autres causes à cette perte de biodiversité, mais on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail ici. Et donc, en termes de solutions, nous avons lancé un projet qui s'appelle Forêt résiliente, qui vise à soutenir en fait les acteurs, les propriétaires forestiers, pour replanter dans les zones qui ont subi des attaques d'un petit insecte qui s'appelle le scolite, qui vient se mettre sous l'écorce et manger tout l'épicéa. Donc, on a vraiment des ravages sur nos épicéas en Wallonie. Et donc, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on replante la même chose? Est-ce qu'on replante la même chose ou est-ce qu'on plante différemment? L'objectif, c'est donc de planter différemment en obligeant les propriétaires qui souhaitent avoir accès à cette aide
à avoir minimum 3 essences différentes sur leur parcelle, en ayant aussi des primes pour des pratiques plus riches en biodiversité, par exemple la création de mares, la création de lisières en forêt, etc., qui sont toutes des mesures un peu des vitamines de la biodiversité, si vous voulez, pour la forêt, et qui permettent vraiment de faire en sorte qu'on modifie progressivement les pratiques des acteurs forestiers. Et je crois beaucoup à ce projet. Je ne peux pas encore sortir les chiffres parce qu'on va les communiquer tout prochainement, mais on a vraiment des très bons retours sur la première phase pilote qui a été lancée. Et donc, dans le plan de relance, on a prévu des moyens importants pour continuer à travailler sur cette biodiversité en forêt, qui est un des milieux sur lesquels on a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Et alors, voilà, oui, c'est vrai d'ailleurs. Bon, on a un constat, on a quelques perspectives auxquelles on va essayer de s'accrocher. J'ai évidemment l'intention d'écouter toutes les questions que vous voudriez poser. Et avant, pour vous donner le temps de vous organiser pour poser les questions, je voudrais juste préciser qu'il nous reste environ une demi-heure, qu'il y a un micro là, c'est nécessaire malheureusement que vous vous déplaciez pour poser votre question, que vous garderez courte et efficace si c'est possible pour vous. Si vous avez une difficulté de mobilité, on peut essayer de trouver une solution, mais sinon malheureusement les contraintes techniques sont celles-là. Et alors, n'hésitez pas à déjà vous présenter près du micro si vous deviez avoir une question. Moi, je voudrais avoir une première réaction à ce que j'ai entendu, parce qu'on vient de passer un bon 45 minutes à poser la question de l'effondrement des écosystèmes et de la biodiversité en général. Et la question de la pollution n'a pas été vraiment abordée par aucun et aucune d'entre vous. Or, si j'ai bien lu le rapport de l'IPBES, dans les 5 causes de l'effondrement des écosystèmes, il y a bien la réorientation des sols, notamment pour l'agriculture intensive. Ça a été largement abordé, mais aussi pour l'habitat, ce qui est fortement le cas en Belgique. On a un pays fortement peuplé. Il y a la surexploitation des espèces qui a été assez peu abordée aujourd'hui, mais on sait que c'est une réalité, notamment pour les espèces marines. Mais il y a aussi la pollution, le changement climatique. Il a été abordé comme une cause en tant que telle de l'effondrement des écosystèmes. Et puis les espèces exotiques envahissantes. Mais donc la question de la pollution, qui pourtant nous préoccupe, je pense, beaucoup, a été finalement assez peu abordée. Est-ce que c'est moins urgent que les autres? Est-ce qu'il faut le prendre en considération? Ce serait peut-être une réaction. Peut-être une autre pour faire le lien entre la conférence de ce matin, enfin de tôt ce matin, et de celle de maintenant. On a parlé énergie ce matin, et on a parlé de la transition énergétique et de la nécessité de pouvoir bénéficier notamment de plusieurs métaux rares qu'on exploite dans les sols. Est-ce qu'il y a eu une question d'une personne du public ce matin qui disait voilà, mais est-ce que là il y a un nouvel enjeu? Est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit avoir des warnings scientifiques, politiques par rapport à cette transition énergétique et le poids que ça va représenter potentiellement en termes de biodiversité? Et puis voir si certains ou certaines ont envie de réagir dans les panélistes ou dans la salle à la question qui a été posée par M. Funken de la question démographique. Il y a eu un rapport scientifique très intéressant sur les pistes pour relever la question climatique et de la biodiversité sortie début juillet. Donc, une des 5 pistes était la question de la démographie. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il la posait vraiment en termes féministes, c'est-à-dire en termes de droits des femmes, en termes d'émancipation des femmes pour relever ce défi-là. Mais donc, si ça inspire certains pour approfondir la question, n'hésitez pas. Je ne vois personne derrière le micro pour l'instant. Donc, je vais repasser la question aux panélistes. Allez-y, vous prenez le micro si vous vous sentez inspiré de la question de la pollution, de la démographie ou de la transition énergétique. Et on circulera. Et sinon, approchez-vous du micro et la parole sera à vous. Voilà. Si je peux me permettre de commencer, c'est parce que c'est des dias que j'ai enlevés de ma présentation qui était trop longue. Et donc, en fait, au niveau de la pollution liée en tout cas à l'agriculture industrielle, les chiffres sont très difficiles à obtenir. En tout cas, en Belgique, en France, ils sont obligés par département maintenant de donner les chiffres en termes de tonnage de différents produits chimiques utilisés en intrants. Mais donc, ce qu'on a quand on va chercher sur les sites internet via notamment des collègues avec qui je travaille au Centre de recherche agricole wallon, on a en fait les tonnages pour
les 7 dernières années, jusque 2017. Sinon, il y a un embargo qui rend les choses secrètes pour les grands types en fait, de pesticides, de bactéricides, de fongicides utilisés. Et c'est en milliers de tonnes pour les différentes catégories. Simplement, on n'arrive pas à avoir des chiffres plus précis parce qu'il y a une obligation légale apparemment de donner ces chiffres, mais pas forcément, enfin, de les prendre, d'informer du nombre de tonnes déposées dans les champs pour chaque agriculteur, mais pas après de centraliser l'information. Et je pense qu'effectivement, on a un problème, mais on ne sait pas encore vraiment le quantifier en Belgique. Si d'autres veulent... Oui, sur une des trois, Monsieur Funken, et puis on revient chez professeur Hans. Peut-être. Allô, oui. Donc peut-être toujours sur le thème des pollutions, strictement d'un point de vue biodiversité, c'est effectivement toute la problématique des pesticides qui sont liés aux pratiques agricoles intensives. Et donc on en revient quand même aux solutions dont on parlait, que ce soit avec Céline ou moi, de transitionner l'agriculture vers quelque chose de plus durable. Hein. Donc les espèces, les écosystèmes sont profondément affectés par, indirectement ou directement par l'épandage de pesticides et d'engrais chimiques. Et donc voilà, après c'est plus peut-être les pollutions qui affectent les humains, donc là je suis un peu moins compétent. Oui, professeur Hans. Oui, merci. Un petit mot sur la pollution, puis j'aborderai la question démographique qui est de fait essentielle. C'est vrai qu'aussi la pollution, c'est toute notre consommation de produits issus d'hydrocarbures, que ce soit les plastiques. Et donc là, c'est vrai que c'est le poids qu'on exerce sur la planète par notre consommation gigantesque d'énergie fossile. Mais je voudrais parler un petit peu de la démographie parce que c'est vraiment un point extrêmement important. Je pense que Philippe Funken a bien dit on a 80 millions de personnes en plus chaque année, c'est gigantesque. Hein. C'est 7 fois et demi la Belgique quasi en plus chaque année d'être vivant sur Terre. Et quand on regarde en fait où se passe la croissance de la population, ben, elle se passe dans les pays les plus pauvres au monde. Par exemple, un pays comme le Nigeria, elle est encore présente de façon importante en Inde aussi, mais au Pakistan, en République démocratique du Congo. Donc, il y a un impact très fort en fait sur, curieusement, la pauvreté et s'accompagne souvent d'une démographie extrêmement importante. Et s'accompagne aussi de tous les problèmes liés à la pauvreté, comme la mortalité infantile, etc. Mais on sait, et il y a une organisation des Nations Unies pour la population qui essaye de faire beaucoup de choses de ce côté-là, qu'améliorer en fait les conditions de vie des gens permet de ralentir la démographie. C'est un point important, et la démographie en Europe est beaucoup plus lente que dans la plupart des pays en développement actuels. Donc là, il y a un effort extrêmement important à faire de partage des ressources pour permettre à ces pays pauvres de se développer. Et ça permet de faire un petit lien avec les matières premières parce que l'essentiel de nos matières premières vient aussi de ces pays pauvres et on ne les rémunère pas correctement par rapport à ce qu'on va chercher chez eux, hein, que ce soit toutes ces terres rares ou des éléments plus connus comme le cuivre, le métal, etc. Et même, vous savez qu'un des producteurs d'uranium, c'est la République démocratique du Congo, hein, donc qu'on a exploité quand même pendant pas mal d'années de ce côté-là. Donc voilà, la démographie est vraiment un problème extrêmement inquiétant et il se couple à un second problème, c'est que par personne à l'échelle de la planète, non seulement il y a une consommation des ressources, mais on a un accroissement de la consommation des ressources. Donc il faut multiplier cette croissance démographique par un facteur qui tient compte de l'accroissement de la consommation des ressources par personne. Et ça, c'est important. Et cet accroissement, elle se fait essentiellement dans certains pays. Elle est plus rapide, et c'est ça qui est encore plus effrayant. C'est dans les pays riches, en fait, que la consommation par personne s'accroît, encore bien plus évidemment que dans les pays pauvres.
Peut-être pour compléter sur les 2 points, donc pesticides et économie circulaire ou la question de l'utilisation des ressources. Donc sur pesticides, d'abord, évidemment, c'est une question centrale, tant au niveau environnemental qu'au niveau de la santé. D'abord, la santé des agriculteurs, d'ailleurs, eux-mêmes, qui sont touchés directement par l'utilisation des produits qu'ils font. Et donc, évidemment, il y a tout le travail autour de la PAC, il y a tout le travail autour de la stratégie de développement du bio aussi en Wallonie, en tant que tel, qui sont des éléments qui existent en soi. Et puis à côté de ça, dans le cadre du plan de relance, on a mobilisé une dizaine de millions d'euros pour travailler sur l'accompagnement des agriculteurs vers la transition environnementale. Parce que je pense qu'il faudrait ne pas croire que la question des pesticides est une question technique. Dans le sens où dire à un agriculteur, tu utilisais un produit phyto et demain tu ne vas plus utiliser un produit phyto, ça ne marchera jamais. On est dans un modèle d'agriculture qui doit évoluer parce qu'on l'a vu sur la question de l'importation de soja, par exemple, c'est vraiment une question de modèle agricole. Est-ce qu'on a un modèle où notre bétail est nourri localement par effectivement des prairies, etc., qui fournissent l'herbe suffisante, le foin, etc., ou est-ce qu'on importe les pesticides, c'est un petit peu la même chose. Il faut des plantes, enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il faut tout un système agricole autour, une façon de cultiver qui est différente. Et donc, mon objectif, c'est de ne pas aborder ça d'un point de vue technique, mais presque de l'aborder d'un point de vue sociologique ou psychologique. C'est d'accompagner vraiment le secteur. Et une des pistes que nous avons sur la table, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil indépendant en produits phyto, qui est de nouveau, c'est pas la solution miracle, mais c'est un des éléments. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui conseillent les agriculteurs dans leurs produits phyto, ce sont les vendeurs de produits phyto. Et donc forcément, il y a un conflit d'intérêts manifeste, il y a une tentation à leur vendre le plus de produits possible en termes de quantité, etc. Et de considérer qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc on a vu dans des expériences pilotes qu'en mettant en place un conseil indépendant en produits phyto, c'est-à-dire que des agriculteurs se mettent ensemble et financent un conseil qui est vraiment indépendant, à ce moment-là, on a une diminution déjà en termes de quantité qui est de l'ordre de 20% de la quantité de produits utilisés. Alors, on n'a pas encore changé le système, on n'a pas encore changé le modèle, mais en termes quantitatifs, on a déjà une évolution. Et d'autres projets sont prévus pour accompagner les agriculteurs là-dessus. Sur la question des ressources, c'est évidemment crucial parce que ça touche vraiment nos modes de consommation. C'est-à-dire, est-ce que on a un smartphone avec des métaux issus de terres rares et on s'en fiche, on le laisse dans un tiroir où on considère qu'il va être recyclé quelque part, ou est-ce qu'on se pose la question de d'où viennent ces matériaux et comment ils sont traités? Et donc évidemment, ici on touche des questions aussi de géopolitique, etc., donc très très complexes et à une échelle mondiale. Néanmoins, en promouvant la réutilisation plutôt que uniquement le recyclage, je pense que c'est un des éléments vraiment centraux. Et donc dans la politique en matière de déchets ou de ressources en Wallonie, on a mis vraiment la prévention dans les top priorités. C'est-à-dire avant de se dire on va recycler mieux ou plus, c'est d'abord est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter toujours plus, de continuer à consommer? Et je peux vous dire que quand on voit les amas de déchets sur cette autoroute désaffectée ce matin, on se pose évidemment la question du modèle de consommation qu'il y a derrière. C'est est-ce que vraiment on a besoin de tout ça? Alors bien sûr, on ne va pas en vouloir aux gens qui ont accumulé ces déchets-là, on le fait tous. Mais il y a vraiment un travail à faire sur le zéro déchet, la réutilisation, le partage d'outils plutôt que d'acheter un outil qu'on va utiliser une fois par an, toute la question de la seconde main, bien entendu, pour les vêtements, etc. Et donc on a beaucoup de projets aussi pour vraiment activer une série de leviers en matière de réutilisation avec tous les acteurs de l'économie sociale aussi qu'il y a derrière, qui se mobilisent et qui font aussi partie de la solution. Merci beaucoup pour les réactions. Est-ce que... Madame Louest, la parole est à vous. On vous écoute. En fait, on a abordé ici beaucoup ce qui se passe au niveau des terres agricoles, au niveau des forêts, en fait, tout ce qui se passe à la campagne. Alors maintenant, il y a aussi quand même un point qui me semble important, c'est d'aborder un peu ce qui concerne les villes. Parce que les problématiques ne sont pas nécessairement les mêmes et ne peuvent pas nécessairement être résolues de la même manière. J'ai donné un bête exemple. On déplore la perte de plus en plus d'abeilles dans les campagnes à cause des pesticides et ainsi de suite. Or, les abeilles survivent beaucoup mieux en ville.
parce que justement, il n'y a pas ou quasiment pas de pesticides. Mais donc voilà, je voulais un peu savoir votre sentiment par rapport à quelque part toutes ces problématiques. Ce sera peut-être un peu trop large, mais par rapport aux villes. Merci beaucoup. Oui, le rôle de la ville dans la question de l'effondrement des écosystèmes, ça me paraît nécessaire. N'hésitez pas à déjà faire signe si vous deviez avoir des questions. Super, merci. Et alors, n'hésitez pas à vous approcher. Ce que je vais proposer, c'est qu'on en prenne déjà d'emblée une deuxième. Et puis comme ça, on fait circuler la réponse et on poursuivra après. Tout d'abord, merci pour toutes les interventions. C'était vraiment très intéressant, même si ça n'aide pas à régler mon éco-anxiété. Mais je veux dire, je vais recentrer moi plutôt une question sur la région, une question assez économique au final. Moi, je proviens de la province du Luxembourg, de Saint-Hubert exactement. Et dans toutes ces communes rurales, donc les communes ont principalement des recettes qui viennent de la vente des bois et donc des locations de chasse. Et la ministre Tellier a déjà évoqué donc, ce projet de forêt résiliente qui est évidemment une possibilité pour ces communes de vraiment opérer un shift à ce niveau-là. Mais en matière de chasse, donc, il y a quelque chose. Donc, la chasse actuellement et le modèle de chasse actuel détruit la biodiversité. Trop de population de gibier qui est laissée faire par les lobbies de la chasse, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, comment peut-on arriver? Et là, c'est plus une question, je veux dire, qui est centrée pour la ministre Tellier, mais aussi pour M. Funken, qui est chez Antagora et qui participe à l'association Stop Dérive Chasse. Et donc de voir comment peut-on, avec les outils de la biodiversité, pousser à rendre des modes de chasse plus respectueuses de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. On a un binôme de questions parfaites, une sur la ville et une sur la chasse qu'on fait relativement peu en ville. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'on commence avec M. Funken et puis Madame Tellier, et puis on voit si nos scientifiques veulent compléter sur ces questions ou on en prendra d'autres. Voilà. Peut-être rapidement sur la question de la biodiversité en ville. Natagora vient de reformaliser un plan stratégique à 5 ans, dont on est dans la première année. Et dans les 2 grandes priorités, il y a non seulement tout ce qui est milieu ouvert, donc lié à la problématique agricole et à l'agriculture intensive. Et le deuxième grand pilier, c'est la biodiversité en ville. Donc on a récemment mis et publié notre vision de la biodiversité en ville. Elle est absolument essentielle, que ce soit à nouveau pour atténuer des effets climatiques extrêmes, donc à voir si on a un bon réseau écologique en ville à disposition, on peut réduire les îlots de chaleur, mais également pour le bien-être des personnes qui vivent en ville, également pour permettre encore de lutter contre l'imperméabilisation des sols, même en ville. Et effectivement, la ville est aussi un type d'écosystème qui abrite des espèces et qui peut en abriter un certain nombre et parfois un très très grand nombre. Je pense entre autres à la friche Josaphat à Bruxelles, où il y a eu des relevés, où il y a une pression de prospection absolument incroyable due à la densité de population et densité de naturalistes. Et donc on a trouvé des raretés absolument incroyables au centre-ville sur des espaces verts. Donc c'est une de nos préoccupations et c'est clair que ça correspondait à un besoin de nos membres, de nos volontaires, qu'on s'investisse beaucoup plus sur la problématique de la biodiversité en ville. Les liens avec le thème d'aujourd'hui étaient relativement éloignés. Il y a je dirais, en dehors des villes, les enjeux discutés aujourd'hui sont beaucoup plus importants et sont d'une ampleur autre que... mais donc voilà, pour ne pas négliger cet aspect-là. Et pour ce qui est de la chasse, effectivement, la chasse business, qui est un peu une déviance cause de dégâts énormes à la biodiversité, avec des densités de gros gibier absolument incompatibles avec les milieux. C'est une lutte depuis, je dirais, plusieurs décennies maintenant. On essaye d'amplifier notre levier contre ce lobby-là
avec la plateforme Stop Dérive Chasse. Je suis assez content de pouvoir vous dévoiler qu'on a engagé une première personne en tant que lobbyiste permanente sur notre plateforme Stop Dérive Chasse. Et donc, c'est un combat qui n'est pas encore gagné. Et je regarde Céline parce qu'elle a la forêt, mais on lui a retiré la chasse. C'était quand même un petit peu paradoxal. Et donc ça en dit beaucoup sur les forces en présence et le lobby auquel on est confronté pour essayer de régler ce problème-là. On essaye de l'aborder aussi par le PEFC, où pour le moment la révision des normes PEFC est en cours. Et à nouveau, ça coince sur exactement ce problème de chasse business qui entretient des densités de gibier absolument incompatibles avec la pérennité des forêts, que ce soit en termes de production, mais aussi en termes de biodiversité. Peut-être d'abord sur les villes. Donc vous avez tout à fait raison, c'est aussi un des milieux sur lesquels il faut travailler. Donc on a parlé du milieu agricole, du milieu forestier, on va y revenir, du milieu urbanisé, et aussi j'ajoutais l'eau qui était un milieu en tant que tel, même s'il est évidemment présent un peu partout. Donc au niveau des zones urbanisées, un des premiers éléments qu'on a voulu travailler, c'est de se dire on sort de l'idée que la biodiversité doit juste être protégée dans les zones exceptionnelles. Et donc, c'est promouvoir la notion de nature ordinaire qui est présente dans notre quotidien, qui nous amène aussi ce qu'on appelle des services écosystémiques, parce que sur le plan, ne fût-ce que de la santé mentale, par exemple, le fait d'avoir un espace vert à proximité de chez soi a un impact direct sur son bien-être. On l'a vu avec le Covid, à quel point les gens étaient aussi en recherche d'aller dans la nature pour se ressourcer lorsqu'ils ne pouvaient d'ailleurs pas faire autre chose suite au confinement. Et donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cette biodiversité ordinaire, cette nature ordinaire, en augmentant aussi la présence de la nature en ville? Alors, on est très souvent interpellé par cette question, par des citoyens sur cette question, qui souvent nous reprochent à nous, régions, que telle commune ait autorisé tel aménagement. Malheureusement, on n'a pas les compétences sur toutes les matières communales, mais néanmoins, on a voulu aussi soutenir les villes à cet égard. Et donc, on a lancé un premier appel à projet, il y en aura 4 au total, sur justement la végétalisation des villes et des villages, parce que dans les centres villageois, il y a parfois aussi des problématiques de ce type. Avec le premier appel a été vraiment focalisé sur les villes entre 15 000 et 55 000 habitants. Parce que simplement les villes plus grandes, elles entrent dans la politique de la ville. Ça, c'est un peu la popote interne au gouvernement, mais avec les mêmes orientations. Et donc, l'idée, c'était justement de recréer des espaces verts en ville, mais pas simplement des parcs, vraiment des espaces riches en biodiversité, qui pouvaient aussi jouer un rôle d'îlot de fraîcheur par rapport au changement climatique et par rapport au fait qu'on a parfois des températures. Vous avez parlé, monsieur le professeur Hans, des différences de tolérance à des différences de température. On voit aussi que quand on est au soleil ou quand on est sous un parasol ou quand on est sous un arbre, on a vraiment une diminution très importante quand on est sous l'arbre de la chaleur ressentie. Et donc, ça peut vraiment jouer un rôle très, très intéressant au niveau îlot de fraîcheur. Donc, premier appel est lancé. Il y en aura 3 autres sur les questions de trames vertes et bleues et sur la végétalisation à l'échelle des quartiers, avec des projets menés par des citoyens, vraiment pour végétaliser le quartier. Et donc, les communes répondent vraiment positivement là-dessus, puisque, on peut déjà le dire ou pas, Nathalie? Pas vraiment. Bon, je le dis, mais vous le gardez pour vous, sur les communes qui pouvaient potentiellement répondre à notre appel, donc entre 15 000 et 55 000, eh bien 50% des communes ont déposé un projet. Donc c'est génial, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une attente par rapport à ça. Mais vous ne le dites pas, parce qu'on communiquera là-dessus quand on sortira les chiffres. Un autre projet sur les villes, c'est le programme biodiversité, qui est en fait l'intégration de tous les autres plans qui existaient avant. Il y avait plein de plans qui existaient, le plan Maya, vous avez sans doute vu Commune Maya, ou les PCDN pour ceux qui sont actifs, etc. Mais la difficulté, c'est qu'on avait parfois des outils communaux qui existaient, mais avec des ambitions très différentes, des moyens différents. Donc on a voulu rassembler tout ça dans un seul programme qui s'appelle Biodiversité, avec un C comme cité, et qui visera aussi à pousser la commune à se doter vraiment d'une ambition plus forte en biodiversité, avec des moyens plus importants aussi budgétairement. Donc voilà pour la ville. Pour la forêt et la chasse, votre diagnostic me semble tout à fait juste sur les problématiques que ça pose, et j'ai envie de répondre à différents niveaux. Sur
en quoi la chasse est un problème. La chasse, en soi, régule, finalement, devrait en tout cas réguler le gibier. Et donc, travailler sur cet équilibre qu'on appelle entre la forêt et la faune sauvage pour faire en sorte que le milieu soit en équilibre. La difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, certaines pratiques de chasse ne respectent pas cette ambition-là et maintiennent des niveaux de gibier trop importants, notamment par des pratiques liées au nourrissage artificiel, etc. Et donc, il y a tout un travail à faire, d'une part, pour revoir ces modes de chasse, donner aussi des objectifs pour diminuer les quantités de gibier de façon plus ambitieuse aux chasseurs, pour qu'ils jouent vraiment leur rôle de régulateur au niveau de ce gibier. Et ça, c'est la compétence directe de mon collègue en charge de la chasse, donc le ministre Borsu. Évidemment, on a des discussions animées en gouvernement sur ce dossier-là, puisqu'on est les deux seuls à comprendre quelque chose à cette question de la chasse au gouvernement. Mais ça, vous le gardez aussi pour vous. Mais, donc, on s'amuse bien. Mais au-delà de ça, en tant que ministre de la Forêt, moi, je peux jouer un rôle aussi pour travailler sur ce que vous avez bien identifié comme étant la question du modèle économique de la forêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, la forêt apporte deux sources de revenus aux communes. C'est effectivement les baux de chasse et la fonction productive, c'est-à-dire le bois qui est coupé et qui est utilisé. Je pense qu'en fait, c'est une vision restrictive. C'est-à-dire qu'on pourrait ajouter une troisième fonction à la forêt, qui est une fonction qu'on peut appeler récréative, une fonction sociale, parce qu'on l'a dit, les gens ont besoin d'aller dans la nature, de se ressourcer. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire payer l'entrée dans les forêts, comprenons-nous bien, mais ça veut dire qu'avec des projets comme par exemple la création de parcs nationaux, on peut amener en fait toute une économie du tourisme, un tourisme doux, ça ne va pas être Peridaisa, d'un tourisme, je vais dire, respectueux de la nature, qui amène aussi de l'horeca, pourquoi pas des labels pour les agriculteurs qui peuvent se situer en dehors de ces parcs et amener aussi une visibilité à la fonction, au service écosystémique de la nature, en lui donnant une valeur finalement économique aussi. Ça permet aussi de diminuer le poids des autres fonctions sur l'économie de la forêt. Maintenant, plus concrètement sur le modèle de nos forêts, et en particulier, je le disais tout à l'heure, les épicéas qui sont vraiment la seule source économique vraiment directe pour nos forêts, puisque nos outils de production forestière sont calibrés autour des épicéas. Et aujourd'hui, ce qu'on a, pour faire un peu schématique, c'est que les feuillus, donc l'autre catégorie, les chênes, les hêtres, etc., nos plus belles pièces, elles partent à l'étranger, elles partent en Chine, où elles sont transformées, puis ensuite, on va racheter les meubles chez Ikea, bon, bien qu'Ikea ne mette plus beaucoup de bois dans ses meubles. Et donc, l'ambition que nous avons, c'est de pouvoir faire en sorte que cette plus-value économique, elle revienne chez nous. Et donc, j'ai proposé à mon collègue ministre de l'économie, toujours le même, de travailler ensemble sur la filière de transformation des feuillus, c'est-à-dire en ramenant les outils de transformation des feuillus chez nous, en recréant des usines de transformation ou en adaptant les usines qui sont aujourd'hui destinées aux épicéas pour qu'ils puissent accueillir aussi des feuillus. Et je pense que ce sera une des façons aussi de promouvoir un changement dans les pratiques forestières et un meilleur équilibre au niveau de l'économie de la forêt en tant que telle. J'étais un peu longue, désolée. C'est très bien, allons au bout des questions. Et moi, ce que je propose, oui, c'est qu'on prenne encore deux. Il y avait une dame un peu plus haut et puis madame devant, qu'on prenne encore deux questions. On commencera par la réponse de nos scientifiques. Et comme ça, si c'est sur des thèmes complémentaires ou différents, ça nous permettra de brasser largement. Donc, je vous invite à vous rapprocher du micro et de nous partager. Allez-y, on vous écoute. Donc, moi, c'était un peu, je pense que ça vient à deux questions en une, en fait. Je ne pense pas que c'est localisé à la Belgique, mais c'est par rapport, en fait, à Amazon, où on sait qu'ils vont détruire une partie de la forêt amazonienne pour implanter leur entreprise. Et du coup, on sait tous que quand on commande quelque chose sur Amazon, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on peut acheter en magasin. Et je trouve que quand on veut se lancer en même temps dans un projet de zéro déchet et d'alimentation végétale et pas animale et tout ça, je m'aperçois en fait que ça a un coût très important pour le citoyen en fait. Enfin, moi, je m'aperçois que si je veux me lancer dans le zéro déchet et sur des produits qui sont plus naturels, ça a un prix qui coûte excessivement cher, en fait. Et donc, je me posais la question,
des choses qui deviennent plus locales, qui sont plus naturelles, pourquoi est-ce qu'elles reviennent au final plus chères que des produits qui sont chimiques, qui viennent de la délocalisation, effectivement. Et je me pose cette question-là, de savoir pourquoi ces produits coûtent beaucoup plus cher que tout ce qui est industriel. Et enfin, voilà. Donc, c'était surtout ça, ma question, en fait. Et... Très bien, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de la faire vivre avec nos panélistes. Merci beaucoup. Et vous touchez aussi à la question de la justice sociale qui est intrinsèquement liée à la question environnementale. On ne relèvera pas les défis climatiques et de biodiversité sans se poser cette question du coût que ça représente pour les citoyens et les citoyennes, forcément. Merci beaucoup. Et alors, on va prendre la dernière question pour ce matin, parce qu'on va devoir clôturer dans 5 minutes, 10 minutes maximum. On vous écoute, madame. Merci. Moi, j'ai un petit plaidoyer et une question-réflexion. Alors, mon plaidoyer, c'est bon, je traîne mes bottes dans le féminisme et l'écologie depuis longtemps. Et quand j'entends parler d'alimentation, démographie, accès, enfin, des espaces, le territoire, etc., je me dis, on ne peut pas travailler sur l'apport des femmes, des groupes de femmes, des mouvements féministes et des chercheuses féministes, par pitié. On a un atelier cet après-midi sur l'écoféminisme. Moi, je le creuse avec un groupe de travail du Monde sur les femmes depuis quelques temps. Il y a vraiment de l'or là-dedans. Et je pense notamment à la réflexion sociologique de Donia Haraway sur les relations entre les espèces vivantes. On ne peut pas s'en passer. Ça, c'était mon plaidoyer. Ma question-réflexion, c'est par rapport à la biodiversité. Moi, je m'interroge sur comment construire une véritable culture de la biodiversité, c'est-à-dire un goût de la population, des services publics, des services communaux, par exemple, pour avoir cette biodiversité, pour la trouver intéressante. Et ça passe pas seulement, enfin pour le moment, moi j'ai connu plus ça dans le cadre de l'éducation permanente, donc le mélange voilà, des cultures, des populations, etc. Mais par rapport à tout ce qui est espèces vivantes, par rapport à ce qui est gestion de notre quotidien, c'est pas la même chose. Et alors je me fais la réflexion aussi pour avoir suivi la politique le travail politique à différents niveaux. Le travail politique, il est harmonisant. J'entends Mme Tellier qui nous dit elle va centraliser, enfin, elle va harmoniser les différents plans biodiversité. Et moi, je me demande si c'est pas dans un autre sens qu'il faut aller, si c'est pas garder des petits machins différents partout. Et le politique, ça, c'est un vrai défi pour moi de travailler en biodiversité. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est de faire en sorte qu'on apprécie peut-être que là, il faut des haies, peut-être que là, il n'en faut pas, peut-être... Voilà, je m'interroge. Mais comment est-ce qu'on met de la biodiversité dans le travail politique ? Voilà, c'était ma question-réflexion. Ça, c'est une vaste question et on vous invite dans nos parlements et dans nos gouvernements pour voir comment ça se passe. C'est un beau défi. Mais merci beaucoup pour les deux questions et de mettre la question féministe au cœur de la réflexion environnementale. Merci pour ça aussi. Je vais commencer à donner du coup la parole à professeur Nieberding pour une réaction dans le sens que vous voulez et puis on verra comment on clôture. Alors merci. Je vous remercie. Moi, je repensais à toutes ces questions qui ont été posées, toutes les réponses qui sont vraiment intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a un axe important qui est la justice sociale. Et en termes de justice sociale, je suis tout à fait d'accord que le constat démographique, il est ce qu'il est. Néanmoins, la natalité a diminué de moitié, de 5,8 enfants à 2,8 enfants en moyenne par femme dans les 30 dernières années. Et c'est vrai que c'est lié à la pauvreté, mais plus spécifiquement en fait, au salaire donné aux femmes. Une fois que les femmes ont la possibilité d'avoir un salaire et de contrôler leur natalité, la natalité chute. Et ça, je pense que c'est vraiment important à comprendre parce que quand on regarde après en termes de consommation énergétique, même en termes de production de CO2 par habitant, mais la consommation énergétique, oui, la natalité est élevée dans les pays en voie de développement, mais ils ne consomment rien du tout. Et même en termes d'historique de production de CO2, c'est ici que ça se passe. Et c'est ici que ça continue à augmenter. Donc un Français, c'est-à-dire un Belge, en moyenne, il produit 10 tonnes de CO2 par an. Vous pouvez avoir 100 Éthiopiens qui produiront moins d'1 tonne par an. Donc aller parler de natalité pour dire qu'on a un problème en termes de dérégulation de l'environnement ou du climat, je pense que c'est un faux problème. En termes de justice sociale aussi, quand on parle du prix des produits, je pense qu'il faut penser aux subventions. Donc par exemple, la politique agricole commune, jusqu'en 2021, 25% du budget européen, c'était pour la PAC. Et ça fait quand même 35 millions d'euros par an. Et c'est 35 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, par an. Et ces subventions, à 90%, elles sont pour l'agriculture et l'élevage industriel. Alors oui, forcément, ce n'est pas cher, parce qu'en fait, c'est déjà subventionné par nos taxes. À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement aucune subvention pour faire une autre agriculture. Voilà.
Allez-y. Oui, merci. Et je vais poursuivre dans ce domaine-là parce qu'en fait, une grande partie de ces produits qu'on achète de l'industrie, l'industrie a tendance à déléguer les coûts secondaires comme les coûts de pollution, les coûts de traitement des eaux, les coûts sociaux aussi, hein, parce qu'on délocalise des entreprises vers des pays où la main-d'œuvre est payée moins cher et ça implique des coûts sociaux à la fois chez nous et chez eux. Tous ces coûts sont délégués sur le public et c'est vraiment une question importante de justice sociale aussi. Et c'est une question vraiment de repenser vraiment, et c'est très compliqué, un système économique global parce qu'on vit dans cette globalité. Et aller vraiment vers en fait un mode d'économie où on pense les choses tout à fait différemment. Et alors, je voudrais peut-être encore juste rajouter un petit point pour faire les liens entre les inondations qu'on a eues récemment et les villes aussi. C'est que la façon, justement, si on doit reconsidérer une économie globale, on peut aussi reconsidérer chacun des postes, y compris l'organisation des villes. Dans une ville, on la considère, l'eau qui arrive, en fait, eh bien, on essaye de s'en débarrasser le plus vite possible. Et c'est pas du tout ce qui se passe dans une forêt. La forêt, elle retient l'eau. Et donc c'est vrai que revégétaliser une ville, y mettre de la verdure, des parcs, transformer les trottoirs, les zones de parking, etc., en des zones plus naturelles, eh bien, ça remet justement dans la ville de la vraie biodiversité et ça remet du fonctionnement de la biodiversité. Et quand on parle de biodiversité ordinaire, cette biodiversité ordinaire, elle est fondamentale parce qu'elle assure le fonctionnement de l'écosystème global de la Terre. Ce n'est pas uniquement protéger les espèces les plus menacées, etc. C'est extrêmement important, bien entendu. Mais la biodiversité de tous les jours qu'on rencontre, elle est fondamentale pour assurer l'épuration des eaux, une qualité de l'air, pour assurer notre production agricole, forestière, etc. Je pense que c'est aussi un point important. On a dépassé un tout petit peu l'heure. Alors, si vous avez envie de réagir encore brièvement, c'est avec plaisir. Et puis, on va clôturer. Non, Madame Tellier ? Oui. Oui, merci. Je pense que la démonstration sur la question de l'alimentation durable était intéressante avec le lien avec la PAC. Je voulais quand même juste dire que il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre, je ne sais pas où est Madame, vous êtes là-bas. Il faut lutter contre le fait que ce qui est mauvais est moins cher, ou ce qui est emballé est moins cher, ou ce qui est toxique, pollué, plein de pesticides est moins cher. Et donc, c'est vraiment, comme on le disait, un changement de modèle. Alors, il ne suffit pas de dire que c'est un changement de modèle pour régler le problème. Mais maintenant, je voudrais quand même rappeler que si vous passez au zéro déchet, vous en avez parlé, on considère que les emballages, c'est à peu près 10 à 15% du prix du produit. Donc logiquement, si vous allez vers des magasins effectivement qui sont zéro déchet, vous allez diminuer votre facture. Maintenant, la difficulté, c'est que effectivement, c'est combiné au fait qu'il faut idéalement manger plus sainement et donc effectivement pas des produits transformés ou industriels. Et consommer moins de viande aussi, c'est aussi diminuer sa facture alimentaire puisque les légumes sont beaucoup moins chers aussi que la viande. Donc, je pense qu'il y a vraiment pas mal de projets aussi qui existent dans les communes pour aller avancer vers le zéro déchet, etc. et accompagner les gens, réapprendre aussi des gestes pour réapprendre à cuisiner, etc. et du coup diminuer aussi sa facture parce qu'on va manger moins transformé. Mais ça touche aussi la question des femmes parce que, et moi j'ai demandé une étude spécifique là-dessus d'ailleurs, parce que tous ces mouvements du zéro déchet, du retour, etc., on sait que ça pèse aussi surtout sur les femmes. Et donc, il ne faudrait pas que la transition écologique, d'une part, ne soit pas solidaire et d'autre part, accentue les inégalités de genre. Mais ça touche évidemment le fait de la répartition des tâches dans le couple, etc. Bon, bref, ce sont des grandes questions. Pour terminer sur la question de Madame, est-ce qu'il ne faut pas remettre de la diversité ou de la biodiversité dans l'approche politique ? Je veux juste rappeler et préciser que harmoniser, ça ne veut pas dire uniformiser. Donc, harmoniser, c'est pour moi amener de la cohérence, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'aille pas faire à gauche et retirer à droite.
ou aller dans deux directions différentes parce qu'on subventionnerait justement certaines choses ou pas. Et c'est parfois ce qu'on reproche aux politiques, c'est de dire mais vous nous demandez de revoir notre mobilité, mais vous continuez à financer des voitures de société, par exemple. Et donc là, on est dans quelque chose d'incohérent au niveau politique. Et donc moi, j'essaye de faire en sorte qu'au sein de mon action, en tout cas, on ait des outils qui se complètent, qui ne sont pas les mêmes et qui, là je vous rejoins tout à fait, sont adaptés au milieu auquel ils s'adressent. Par exemple, même sur la question des haies qu'on essaye de promouvoir, on en a déjà parlé avec Philippe d'ailleurs, dans certains milieux ouverts, ça n'a pas de sens d'aller mettre des haies, parce que la biodiversité est spécifique à ce milieu ouvert et on a intérêt à garder un milieu ouvert, par exemple. Et donc on doit effectivement, et c'est ce que la biodiversité, l'approche nous apprend aussi, c'est toujours se baser sur le terrain, ce qui est juste au niveau local, parce que ça va permettre d'être plus juste aussi à un niveau plus global, mais en assurant cette cohérence. Donc c'est vraiment l'articulation entre les deux. Dernière chose sur votre pertinente question de comment construire une culture de la biodiversité. C'est vrai que ces dernières années, on a eu l'enjeu climatique qui est fort remonté à l'agenda public, médiatique, avec toutes les manifestations aussi, climat, etc. Et parfois, on peut regretter que la biodiversité ne soit pas au même niveau. Moi, je pense que c'est les deux facettes d'une même pièce, parce que les changements climatiques aggravent la biodiversité et la dégradation de la biodiversité est un problème aussi parce que augmenter la biodiversité permettrait de réduire aussi les problèmes en matière d'adaptation au changement climatique. Donc on doit vraiment travailler sur les deux aspects. Et moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps aussi parfois en interview, juste dans les sorties médias, etc., à expliquer ce que c'est que la biodiversité. Et je reprends exactement ce que Madame disait tout à l'heure, c'est de dire, en fait, les services que la biodiversité nous rend, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qui purifie, qu'on utilise, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et le concept de biodiversité est parfois tellement abstrait, parfois un peu académique, qu'il y a une distance avec les gens. Et donc, souvent, moi, je parle de nature, même si je sais bien que d'un point de vue scientifique, c'est pas la même chose, mais ça permet de ramener à quelque chose de tangible, de concret. Et je crois qu'il faut continuer à prendre la parole sur cet enjeu-là, plus que jamais, pour créer cette culture de la biodiversité et la relier à notre quotidien de tous les jours. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, merci beaucoup, Madame Tellier. C'est un excellent mot de conclusion. Peut-être juste tout à fait clôturer en disant le combat des écologistes, il se mène au niveau local, dans les communes, dans nos régions, au niveau fédéral aussi. Zaka Katabi essaye ce bras de fer de faire grandir la question de la biodiversité au niveau fédéral. Et la question, pour tout à fait clôturer, parce qu'on parlait à la base de pandémie, cette question de One World, One Health, qui doit prendre de l'ampleur, sur laquelle les scientifiques travaillent déjà beaucoup et documente le travail politique. Voilà, on est en plein combat culturel pour mettre la biodiversité au même niveau que le climat, continuer l'enjeu climatique et biodiversité, faire grandir cette notion de santé, environnement qui est très chère aux écologistes depuis toujours. Et donc, on va vite sortir de cette salle pour continuer ce combat au niveau scientifique, de la société civile, au niveau politique. Merci beaucoup pour votre implication et très bon après-midi à vous.